Mes chers amis, je voudrais vous inviter à faire un don généreux au docteur Franz Large. Docteur Franz Large, c'est l'un des ophtalmologues haïtiens les plus compétents, mais mieux. C'est un ophtalmologue qui est motivé par un esprit de service, qui implante des centres de santé dans des endroits les plus reculés d'Haïti pour aider les plus pauvres, pour aider les étudiants les plus défavorisés. Or, dernièrement, il a été victime d'une intimidation orchestrée par les plus hautes autorités de l'État. Il n'a plus les machines grâce auxquelles il offrait des services de santé à ses patients. Je voudrais que nous lui soyons généreux en lui envoyant de l'argent par la maison de transfert de votre choix au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Déjà, je vous dis merci. Soyons généreux vis-à-vis de ceux et de celles qui servent des causes nobles. Merci d'avance, en son nom et au nom de tous les enfants qu'il dessert. Nos pays, pourtant si beaux et si riches, sont devenus un véritable enfer pour nos jeunes. Conséquemment, ils ont les regards tournés vers d'autres rives, ils cherchent par tous les moyens à quitter leur pays à destination d'un pays étranger. L'émigration des jeunes noirs constitue en même temps l'hémorragie des cerveaux vers d'autres rives. Plus l'émigration prend de l'ampleur, moins nous sommes capables de faire du développement, car on fait du développement avec des cerveaux et des ressources. La triste réalité est que les cerveaux et les ressources des pays noirs sont détournés vers des pays tuteurs, les colonisateurs d'hier. Jean Fils-Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, automne 2021, page 92. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. L'émission d'aujourd'hui constituera une suite à celle de la semaine dernière. La semaine dernière, vous vous en souvenez, nous vous avons parlé de la guerre en Ukraine comme un terrain de jeu. L'Ukraine est tout simplement le théâtre d'un bras de fer entre les États-Unis et les Russes. L'Ukraine n'est tout simplement qu'un théâtre. Les Ukrainiens sont tout simplement pris en sandwich entre deux puissances qui ont toujours considéré ce pays-là comme un théâtre, comme, si vous voulez, un terrain de jeu, selon la fameuse théorie que nous avons vue la semaine dernière, l'équilibre de Nash. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus, car la guerre, ce n'est pas seulement un terrain de jeu pour des gains politiques, la guerre, c'est toujours une guerre de ressources. Retenez bien ceci. Dès qu'il y a conflit, il y a richesse. Nous sommes naïfs quand nous pensons que les guerres sont menées au nom de grands principes, au nom de grands idéaux. La vérité, c'est qu'on s'en fout des idéaux. La vérité, c'est qu'on s'en fout des grands principes d'humanité, d'autodétermination des peuples. Tout cela, c'est de la foutaise. Tout cela, c'est de la bouillie pour des chats. Je vais vous faire la démonstration aujourd'hui par A plus B que même cette guerre en Ukraine est une guerre de ressources. C'est une guerre pour la prise en otage des ressources qui sont sur le territoire ukrainien.
Vous avez besoin de toute votre tête, vous avez besoin de toute votre attention. Et vous avez déjà vu le titre de l'émission, La guerre en Ukraine, les affaires qu'on nous cache. Affaires au sens économique, affaires au sens financier. Je vais mettre au jour des affaires qu'on nous cache et qui expliquent cette guerre dite ukrainienne. J'espère en tout cas qu'au terme de l'émission, vous aurez appris quelque chose de plus. Restez là, vous connaissez le rituel. Offrez-vous donc à ce stade-ci une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Vous aurez besoin de toute votre attention pour suivre l'émission d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de parler de la guerre comme une guerre de ressources. Au fait, c'est presque un pléonasme de parler de guerre en termes de guerre de ressources parce que toutes les guerres sont des guerres de ressources. Ressources humaines, le capital humain, ressources naturelles, 9 fois sur 10, ressources financières. Les guerres sont toujours des guerres financières. Les guerres sont toujours des guerres de ressources. Par déformation professionnelle, j'ai une formation en histoire, je vais camper ma toile de fond sur l'histoire. Vous savez, il y a une expression française qui se dit ainsi, être riche comme Crésus. On aurait pu tout aussi bien dire être riche comme Crassus. Crassus est un sénateur romain que l'on considère probablement comme l'un des hommes les plus riches de tous les temps, en équivalent d'euros ou de dollars aujourd'hui. Lui, c'était un sénateur, un homme de guerre, qui entraînait les légions romaines sur des théâtres de la guerre de plus en plus éloignés du centre, n'est-ce pas, urbain romain. Et lorsqu'on cherche à savoir, mais pourquoi Crassus tient-il tant à se battre, eh bien on réalise que quand Crassus conduit ses légions, n'est-ce pas, sur le théâtre de la guerre, c'est parce qu'il a découvert des ressources dans telle contrée, c'est parce qu'il a découvert des ressources dans telle zone, alors il conduit, n'est-ce pas, l'armée romaine sur le théâtre de la guerre pour pouvoir, si vous voulez, accroître ses richesses. Si bien qu'à un moment donné, rien ne se faisait à Rome sans qu'on ne consulte Crassus. Mais il avait tout le Sénat entre les mains, il avait les empereurs aussi entre les mains, donc rien ne se faisait à Rome sans qu'on ne consulte Crassus. Et d'où venaient les richesses de Crassus? Ces richesses venaient des butins de guerre. Là, je suis à Rome. Mais si on considère les grands conflits mondiaux, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine ou toute autre guerre, ce sont toujours des guerres de ressources. Vous notez que, au terme de la Première Guerre mondiale, les pays victorieux
se sont réunis à Versailles pour signer ce qu'on appelle le traité de Versailles. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Versailles, à la signature du traité de Versailles? Eh bien, à la signature du traité de Versailles, les puissances victorieuses ont tout simplement mis la main sur les ressources qui appartenaient jusque-là aux Allemands. D'abord, des colonies africaines. Ces puissances victorieuses vont enlever aux Allemands des colonies que les Allemands avaient réclamées comme étant les leurs. On sait que c'est des vols, pas vrai? Vous ne pouvez pas décider qu'un pays vous appartient. Vous ne pouvez pas décider qu'une population, n'est-ce pas, vous appartient, mais c'était comme ça. Donc, au terme de la Première Grande Guerre, en 1918, en 1929, donc en 1919, donc on va signer, dis-je, bien le traité de Versailles. Et lorsqu'on signe le traité de Versailles, 1919 de mémoire, que se passe-t-il? Eh bien, on se partage entre pays victorieux les butins qui appartenaient aux Allemands. Et là, quand on dit butin, ça veut dire ressources naturelles. Quand on dit butin, ça veut dire capital humain. Quand on dit butin, ça veut dire des pays qui appartenaient jusque-là à l'Empire allemand qu'on va se répartir entre nous. Et Adolf Hitler a pris note de tout cela. Et il s'était promis de prendre sa revanche en déclenchant lui aussi, moins d'une trentaine d'années, une guerre. Et là, il va faire, n'est-ce pas, aux Européens, ce que ces derniers avaient fait aux Allemands. Il va, enfin, non seulement lui-même, mais enfin les nazis, ils vont mettre, n'est-ce pas, la main sur des ressources qui appartenaient à d'autres pays. Et déjà, l'Ukraine faisait l'objet des convoitises, n'est-ce pas, des belligérants de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire les Allemands et les Russes. Car ce qu'on ne nous dit pas, au-delà des mots, au-delà des idéaux d'autodétermination des peuples, chaque pays, là on parle de la Russie, ou des États-Unis, ou des Européens, chaque pays donc veut mettre la main ou veut pouvoir contrôler les immenses richesses de l'Ukraine. Nous allons en parler tout à l'heure. Et c'est intéressant de voir comment on peut changer les mots, on peut changer les termes, mais l'histoire est un éternel recommencement. On a l'impression que l'histoire est une roue qui tourne toujours de la même manière. Dans mes recherches, je réalise que déjà à la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'Ukraine opposait, nous sommes, n'est-ce pas, dans les années 40, les nazis et les Russes, parce qu'on cherchait à mettre la main sur les ressources naturelles de l'Ukraine. Car on ne fait jamais la guerre pour une question de principe, on ne fait jamais la guerre pour une question d'idéaux, on fait la guerre pour des richesses, on fait la guerre pour des ressources. Je vous disais que déjà lors de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, eh bien, les Russes et les Allemands se battaient pour pouvoir contrôler les ressources en Ukraine. Quand on dit des ressources en Ukraine, ça veut dire des ressources considérables pour la rouille. Quand on dit rouille, on parle de roches carbonées. Vous notez que bien avant le déclenchement de cette guerre en Ukraine, eh bien, les Russes cherchaient à contrôler déjà la zone du Donbass. Le Donbass, dit-on, est habité par des russophones majoritairement, et ces russophones ont proclamé l'indépendance du Donbass, et la Russie s'est précipitée à reconnaître, n'est-ce pas, cette partition. Mais derrière cette partition, il y a un intérêt économique. Le Donbass, ce sont des gisements de houille évalués, écoutez bien, à plus de 107 milliards de tonnes seulement en 2013.
Et la houille est précieuse, n'est-ce pas, dans la fabrication, n'est-ce pas, de toutes sortes de produits. Et les Russes, par le contrôle du Donbass, mettent la main sur plus de 107 milliards de tonnes de houille. Mais ce n'est pas tout. L'Ukraine, c'est des gisements immenses de fer, en particulier dans la zone de Kryvyi Rog. Eh bien, ces gisements-là sont évalués à plus de 7 milliards de tonnes. Nous étions en 2002. Donc, quand on parle d'Ukraine, on parle, n'est-ce pas, de ces gisements de fer, n'est-ce pas? On parle de gisements de manganèse, on parle aussi de gisements d'aluminium, tellement importants pour la fabrication, n'est-ce pas, d'avions, pour l'industrie aéronautique. Et si les Russes, n'est-ce pas, ont pu développer leur industrie aéronautique, c'est entre autres parce qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à tirer de l'Ukraine des ressources nécessaires pour la fabrication de l'acier, etc. Donc, vous comprenez que quand on dit l'Ukraine, ce sont des ressources minières immenses, mais c'est aussi des gisements de gaz naturel dont l'Europe a besoin. Jusque-là, l'Europe dépend, n'est-ce pas? Je parle de l'Allemagne, je parle de l'Italie, je parle de la France, je parle, n'est-ce pas, du Royaume-Uni. L'Europe dépend, n'est-ce pas, du gaz russe. Mais il y a des réserves de gaz naturel, n'est-ce pas, en Ukraine. Et toute cette guerre se déroule de manière à pouvoir contrôler, n'est-ce pas, les gaz naturels qui, en théorie, appartiennent à l'Ukraine. Et le pays qui arrive à contrôler, n'est-ce pas, l'Ukraine, s'assure ainsi d'un approvisionnement en gaz naturel. Donc, les guerres, les amis, sont toujours des guerres de ressources. Quand il y a guerre, il y a toujours des gens qui en profitent pour brasser des affaires. Et parfois, on n'est même pas encore, n'est-ce pas, en situation de guerre. Il y a des gens qui se positionnent pour brasser des affaires. Et là, je vais vous ramener en 2016. La semaine dernière, je vous ai parlé de cette autre affaire en 2019 lorsque Donald Trump, alors président des États-Unis, a conditionné l'émission d'un chèque voté par le Congrès américain pour aider, n'est-ce pas, l'armée ukrainienne, lorsqu'il a conditionné l'émission de ce chèque, n'est-ce pas, au dépôt d'accusation contre, n'est-ce pas, le fils de Joe Biden. Mais je vais remonter encore plus loin. La semaine dernière, c'est Donald Trump qui semblait être en cause. N'a-t-il pas fait l'objet, n'est-ce pas, d'un impeachment pour cette affaire? Mais on doit remonter plus loin pour la vérité et pour l'histoire. On doit remonter 3 ans plus haut par intégrité intellectuelle. Écoutez bien, les amis. En 2016, Barack Obama est le président des États-Unis. Qui est son vice-président? Joe Biden. Nous sommes en 2016, retenez bien cette date. Et Joe Biden réclame de Barack Obama le dossier ukrainien. Vous savez, quand on est dans une administration publique, quand on travaille dans une chancellerie, quand on travaille en politique, eh bien, le président, lui, il ne peut pas s'occuper de tout. Eh bien, il va confier certains dossiers, n'est-ce pas, à des hommes et des femmes qui font partie de son cabinet. Et c'est ainsi donc que Joe Biden va solliciter de Barack Obama et obtenir effectivement le contrôle du dossier ukrainien. En 2016 aussi, les États-Unis votent une garantie de prêt de $1 milliard à l'Ukraine. Waouh! Quel pays généreux que sont les États-Unis. Ils votent une garantie de prêt de $1 milliard pour aider l'Ukraine, pour aider son armée, pour aider ses industries. Mais bon Dieu,
Qu'est-ce qui explique que les États-Unis s'intéressent autant, n'est-ce pas, à l'Ukraine, au point de voter une garantie de près de 1 milliard à l'Ukraine? Sauf que celui qui gère, n'est-ce pas, ce dossier de 1 milliard, c'est Joe Biden. Au même instant, on réalise que le fils de Joe Biden, Hunter Biden, siège comme par hasard et soudainement au conseil d'administration d'une compagnie ukrainienne qui brasse d'énormes affaires dans l'industrie des gaz naturels. Le nom de cette industrie, Burisma. Et quand on regarde le CV de Hunter Biden n'a aucune expérience en matière de gestion. Il n'a pas de formation particulière en management, comme par hasard, tandis que son papa gère, n'est-ce pas, le dossier ukrainien depuis le bureau ovale, lequel bureau ovale vient de faire en sorte qu'on vote 1 milliard d'aides à l'Ukraine. Le fils de Joe Biden, comme par hasard, siège presque en même temps sur le conseil d'administration d'une compagnie ukrainienne, n'est-ce pas, qui fait des affaires dans les gaz naturels. Et pour son poste en tant qu'administrateur au sein, n'est-ce pas, de Burisma, Hunter Biden engrange littéralement des millions de dollars par mois. L'affaire soulève des doutes. Le procureur général, l'équivalent du ministre de la Justice de l'Ukraine, Viktor Shokin, décide d'enquêter sur la compagnie au conseil d'administration de laquelle siège le fils du vice-président des États-Unis. On parle de la compagnie Burisma. Suivez bien le tableau. Le père de Hunter Biden est le vice-président des États-Unis, Joe Biden, pour ne pas le nommer. C'est lui qui gère le dossier ukrainien depuis le bureau ovale. On vient de voter une garantie de près de 1 milliard de dollars à l'Ukraine. Son fils siège sur le conseil d'administration d'une compagnie ukrainienne qui fait dans les gaz naturels et pour son poste d'administrateur, lui qui pourtant ne détient aucune expérience en matière de gestion, aucune expérience en matière de management, n'est-ce pas? Il fait des millions. Et là, le procureur général de l'Ukraine, Viktor Shokin, décide d'enquêter, n'est-ce pas, en matière de corruption sur Burisma. Vous savez ce que fait Joe Biden? Je vous le donne en mille. Joe Biden fait en 2016 précisément ce qu'il va reprocher à Donald Trump en 2019. Joe Biden conditionne cette fameuse garantie de près de 1 milliard au congédiement du ministre de la Justice, du procureur général Viktor Shokin, qui ose enquêter sur la compagnie Burisma en matière de corruption, compagnie sur le conseil d'administration de laquelle siège son propre fils, Hunter Biden. Et il a retenu, n'est-ce pas, effectivement, cette garantie de prêt jusqu'à ce que, selon ses menaces, selon ses vœux, le Parlement ukrainien ait voté le congédiement du procureur général, donc du ministre de la Justice ukrainien, pour le faire remplacer par quelqu'un d'autre qui allait rapidement oublier cette enquête de corruption sur la compagnie Burisma. Vous me parlez d'autodétermination des peuples? Le vice-président des États-Unis, dont le fils siège sur le conseil d'administration d'une compagnie ukrainienne qui fait dans les gaz naturels, cette compagnie ukrainienne fait l'objet, n'est-ce pas, d'une enquête pour corruption de la part du ministre de la Justice ukrainien, et le vice-président américain réclame tout simplement le congédiement de ce procureur général qui ose enquêter sur une compagnie ukrainienne, mais compagnie sur le conseil d'administration de laquelle siège son fils pour corruption. Il dit de deux choses l'une.
soit que vous poursuivez votre enquête et vous n'aurez pas votre garantie de près de 1 milliard, soit que vous congédiez ce procureur général et alors vous aurez votre garantie de prêt. Alors quand vous me parlez d'autodétermination des peuples, qu'est-ce que c'est que cette affaire d'un vice-président d'une nation étrangère, n'est-ce pas, fût-elle la plus puissante, n'est-ce pas, de la terre, qui exige le congédiement d'un procureur général parce que ce dernier enquête sur une compagnie ukrainienne qui fait dans les affaires et qui rapporte des millions par mois à son propre fils. Les enquêteurs privés, et même au sein même du Parlement, enfin du Congrès américain, on est allé jusqu'à dire que Hunter Biden versait jusqu'à 10% de ses revenus à son père, parce que c'est grâce au statut de son père, en tant que vice-président, qu'il a obtenu le poste d'administrateur au sein, n'est-ce pas, de Burisma, lui qui n'a pourtant aucune expérience, aucune formation en management. Les guerres sont toujours des guerres de ressources. On veut mettre la main sur les gaz naturels en Ukraine. Du moins, on veut brasser de l'argent, n'est-ce pas, nous aussi en Ukraine. Et pour y arriver, eh bien, nous devons nous assurer que le procureur général, nous devons nous assurer que le président, nous devons nous assurer, n'est-ce pas, que le Parlement nous sont favorables. Autrement, n'est-ce pas, on les renverse. Et on appelle ça révolution, on appelle ça printemps ukrainien. Tout cela, encore une fois, c'est de la foutaise. Maintenant, on peut monter encore plus loin. Je vous amène en 2010, les amis. En 2010, Barack Obama est toujours président des États-Unis et qui est sa secrétaire d'État, donc sa chancelière, celle qui est responsable, n'est-ce pas, de mener sa politique étrangère, nul autre que Hillary Clinton. Pourquoi je vous parle d'Hillary Clinton? C'est parce que en 2010, il y a une nouvelle dont certains médias ont parlé, mais qui nous a, n'est-ce pas, échappé parce qu'on n'avait pas le temps de s'y attarder. Eh bien, en 2010, s'est déroulé l'un des plus grands scandales en matière de ressources naturelles, n'est-ce pas, aux États-Unis, parce que ce scandale a mis à nu une collusion des Clinton. Que s'est-il passé? Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Pour comprendre ce scandale, je dois vous parler d'une compagnie minière canadienne qui s'appelle ou qui s'appelait Uranium One jusqu'en 2010, puisque Uranium One, en 2010, a été vendu à une compagnie russe, une compagnie d'État, Rosatom. Sauf que cette compagnie canadienne, Uranium One, avait de gros intérêts avec l'État américain puisque, écoutez-moi bien, Uranium One possédait jusqu'à 20% d'uranium fabriqué aux États-Unis. Et ce que la loi prévoit, puisque Uranium One possédait jusqu'à 20% d'uranium produit aux États-Unis, si cette compagnie-là doit être vendue à des intérêts étrangers, eh bien, l'État américain
par l'entremise du département d'État, doit donner son accord. Autrement, cette vente-là ne sera pas conclue. Vous me suivez là? Il y a une compagnie canadienne, Uranium One, qui possède jusqu'à 20% d'uranium produit aux États-Unis, qui va être vendu à une compagnie d'État russe du nom de Rosatom. Jusque-là, on nous a toujours dit que les Russes et les Américains sont deux pays ennemis et ce n'est pas vrai que les États-Unis vont vendre, n'est-ce pas, aux Russes, si vous voulez, des ressources nécessaires à la fabrication de leur arsenal, en particulier de leur arsenal nucléaire. Point besoin de vous dire que l'uranium, en particulier l'uranium enrichi, est à la base, n'est-ce pas, de l'arme nucléaire ultime. N'est-ce pas pour cela que l'on combat les Iraniens? On les empêche d'enrichir l'uranium pour, n'est-ce pas, les éviter d'avoir la bombe nucléaire. Et donc, logiquement, si l'uranium est nécessaire, l'uranium, il est crucial à la fabrication de l'arme nucléaire, on ne s'attendrait surtout pas à ce que les États-Unis acceptent de vendre l'uranium à leurs ennemis de toujours, à savoir les Russes. Eh bien, c'est ce qui va se passer en 2010. Et vous allez voir à quelles conditions. Donc, Uranium One, compagnie canadienne, détient jusqu'à 20% d'uranium produit aux États-Unis. Uranium One est sur le point d'être vendu à une entreprise russe, une entreprise d'État russe du nom de Rosatom. Sauf que ça prend l'accord du département d'État. Qui se trouve à la tête du département d'État en 2010? Hillary Clinton. Pour donner son accord, écoutez-moi bien, Hillary Clinton va poser comme condition que Uranium One fasse des dons volontaires, suivez mon regard, à la Clinton Foundation. À qui appartient la Clinton Foundation, mes amis? Je vous le donne en mille. À nul autre qu'au mari Hillary Clinton, Bill Clinton. Donc, aujourd'hui, on parle de conflit entre Russes et les Américains. Les Russes détiennent le plus grand arsenal nucléaire du monde. Or, pour fabriquer l'arme nucléaire, c'est nécessaire d'avoir, n'est-ce pas, l'uranium. C'est nécessaire d'enrichir l'uranium. Mais qui a vendu 20% de leur uranium, n'est-ce pas, aux Russes en 2010? Les mêmes Américains, par le truchement d'Hillary Clinton, qui a exigé que pour la signature de la secrétaire, n'est-ce pas, d'État américain, en l'occurrence elle-même, eh bien, Uranium One puisse faire des dons volontaires. Suivez mon regard une fois de plus, n'est-ce pas, à la Clinton Foundation. Quand il y a guerre, les amis, il y a toujours des richesses en cause. Quand il y a guerre, les amis, il y a toujours des richesses en vue. Cela a toujours été ainsi. C'est encore le cas en Ukraine. Ce sera toujours le cas. À chaque fois que des humains partent en conflit, il y a des richesses quelque part. Vous vous souvenez de cette guerre en Syrie, les amis? Lorsque tout à coup des opposants ont été armés par on ne sait qui. On va découvrir par la suite que c'était les Américains qui armaient les opposants syriens contre le régime de Bachar al-Assad. Pas seulement les Américains, mais c'est aussi les Britanniques, bref, les Européens. Donc, si vous croyez au principe de l'autodétermination des peuples, comment osez-vous armer des citoyens d'un pays contre l'État de ce pays, contre un président élu de ce pays? Imaginons un instant si des étrangers armaient des citoyens américains pour renverser le gouvernement américain. On sortirait toutes les lois. Ces gens-là, n'est-ce pas, se feraient arrêter, le temps de le dire, pour sûreté de l'État. Et là, il s'agit d'un gouvernement
légitime, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de juger le régime de Bachar al-Assad, n'est-ce pas? L'autodétermination des peuples veut que nous respections les vœux d'une population. Bachar al-Assad est au pouvoir à la suite d'élections. Vous les jugerez si vous voulez, de même que je n'ai pas jugé la légitimité de George Bush, je n'ai pas jugé la légitimité de, n'est-ce pas, de Donald Trump. Qui sommes-nous pour juger de la légitimité électorale de Bachar al-Assad? Mais ce sont les États-Unis et les Britanniques, bref, les Européens qui ont armé des opposants au régime syrien. Et ça a provoqué, n'est-ce pas, une guerre sanglante, guerre au terme de laquelle, n'est-ce pas, une bonne partie de la population syrienne, n'est-ce pas, a pris la fuite. Une bonne partie de la population syrienne est considérée comme des demandeurs d'asile. Et tout à coup, les amis, tout à coup, on entend parler des Allemands. L'Allemagne, alors dirigée par la très compatissante, suivez mon regard, Angela Merkel, qui décide d'accueillir jusqu'à 1 million de réfugiés syriens. 1 million de réfugiés syriens. Vous dites, oh là là, mais quelle générosité! Mais il ne s'agit pas de générosité, il s'agit d'affaires. La vérité, c'est que au moment où Angela Merkel accueillait, n'est-ce pas, ces millions de réfugiés syriens, l'Allemagne avait, n'est-ce pas, profondément besoin de médecins. L'Allemagne avait besoin, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes spécialisés, n'est-ce pas, dans les technologies, d'hommes et de femmes spécialisés dans les finances. Donc, en ouvrant les frontières de l'Allemagne pour accueillir jusqu'à 1 million de réfugiés, n'est-ce pas, syriens, l'Allemagne a tout simplement porté un coup fatal au développement futur de la Syrie, car l'Allemagne a littéralement pris la classe moyenne de la Syrie. Quand je vous dis que la guerre est toujours une affaire de ressources, on ne parle pas seulement de ressources naturelles, on ne parle pas seulement de ressources minières, on ne parle pas seulement de territoire, on parle, n'est-ce pas, de capital humain. Car nous, les peuples noirs, nous, n'est-ce pas, dans les pays d'afro-descendants, nous oublions que pour qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait, oui, des ressources naturelles, mais il faut surtout qu'il y ait des cerveaux humains, car ce sont des cerveaux qui font du développement. Parfois, on est assis sur des ressources extraordinaires, on est assis sur des gisements miniers, n'est-ce pas, incommensurables, mais parce qu'on n'a pas l'expertise, parce qu'on n'a pas les cerveaux, n'est-ce pas, qui sont préparés à les exploiter, eh bien, nos populations sont pauvres. C'est ce qui arrive aux pays d'Afrique, c'est ce qui arrive aux peuples, n'est-ce pas, d'afro-descendants. Et puisque la guerre est toujours, n'est-ce pas, une guerre de ressources, les pays tuteurs s'arrangent pour qu'il y ait toujours une situation d'instabilité dans nos pays à nous, de manière à drainer vers eux la ressource qu'il faut pour faire du développement, à savoir le capital humain, à savoir les cerveaux humains. Lorsque l'Allemagne a ouvert, n'est-ce pas, ses frontières, des gens ont dit, mais est-ce que Angela Merkel est folle? Il me semble qu'on a associé une partie des Syriens au terrorisme international. Comment ose-t-elle, n'est-ce pas, accueillir jusqu'à 1 million de réfugiés? Est-ce qu'elle a eu le temps, n'est-ce pas, de vérifier, n'est-ce pas, l'arrière-plan criminel de ces 1 million de Syriens? La vérité, c'est que à l'accueil de ces 1 million de Syriens, il y a eu, n'est-ce pas, par la suite, des bombes qui ont explosé, il y a eu des gestes terroristes qui ont été perpétrés, n'est-ce pas, en Allemagne. Mais ça, c'était de la petite bière pour Angela Merkel. Elle venait d'attirer dans son pays 1 million de Syriens, des professionnels, des universitaires, des gens qui sont bien formés et qui, une fois qu'ils se seront installés en Allemagne, vont aider l'Allemagne à se développer aux dépens, sinon au détriment de leur pays d'origine. Au fait, c'est l'ironie de l'histoire. Les Allemands ont fait aux Syriens ce que précisément les Américains leur ont fait après la Seconde Guerre mondiale. Vous vous souvenez, à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce fameux procès de Nuremberg. Que s'est-il passé au procès de Nuremberg? Eh bien, on a jugé
si vous voulez, des officiers nazis qui ont planifié, si vous voulez, l'élimination des 6 millions de Juifs. Mais ça, c'était pour le spectacle, les amis. C'était pour la télévision. On a pendu certains officiers, d'autres, n'est-ce pas, ont été condamnés à de longues années d'emprisonnement. Mais ce qu'on ne vous dit pas, et que moi je vais vous dire, les États-Unis se sont empressés d'offrir l'accueil aux officiers nazis qui se sont, si vous voulez, occupés des technologies d'avant-pointe. On ne nous dit pas toujours la vérité, hein, mais l'Allemagne était sur le point d'avoir l'arme nucléaire, peut-être même avant les États-Unis d'Amérique. Encore quelques semaines, c'est l'Allemagne qui aurait, n'est-ce pas, inventé, qui aurait découvert, si vous voulez, ou fabriqué, c'est un meilleur verbe, n'est-ce pas, la bombe nucléaire. Et l'Allemagne était aussi le pays le plus avancé, ne l'oublions pas, alors, pour tout quoi, l'un des pays les plus avancés en matière d'exploration spatiale. À la Seconde Guerre mondiale, on accuse, n'est-ce pas, les officiers nazis, on en arrête quelques-uns, mais les États-Unis accueillent les mêmes officiers nazis. Et là, ils les jugent pour quelques-uns d'entre eux. Ils héritent, car c'est le cas de le dire, ils héritent, n'est-ce pas, de sentences bonbons, quelques mois de prison, etc. Et les États-Unis, rapidement, vont découvrir que les officiers allemands qu'ils ont accueillis étaient au fait les têtes pensantes, n'est-ce pas, étaient au fait les véritables cerveaux qui mettaient sur pied, n'est-ce pas, le programme nucléaire allemand, qui mettaient sur pied le programme d'exploration spatiale des Allemands. Et je vous le dis, si les États-Unis sont allés sur la Lune, c'est grâce au travail d'un officier nazi du nom de Werner von Braun. Un officier nazi, quelqu'un qui travaillait pour un gouvernement ennemi des États-Unis, quelqu'un qui travaillait pour un État contre lequel les États-Unis sont allés en guerre. Or, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont accueillir ces mêmes officiers, et c'est grâce à eux, en particulier grâce à Werner von Braun, que les États-Unis vont mettre sur pied la machine et les technologies, bref, le programme grâce auquel ils vont se rendre sur la Lune avant les Russes. La guerre n'est jamais une affaire de principe. La guerre n'est jamais une affaire d'idéaux. La guerre est toujours une affaire de ressources. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.
Maintenant, le fait par nous de savoir que les guerres sont toujours des guerres de ressources, ce savoir-là nous permet de relativiser les discours des politiciens, de les remettre, ces discours-là, dans leurs proportions réelles, de distinguer entre le dire et le faire. Il y a ce que dit le politicien pour la consommation, si vous voulez, publique, mais il y a ce qui se fait dans les coulisses par ces politiciens. Parlons de ce qui se fait dans les coulisses. Cette guerre a été déclenchée de mémoire le 24 février, donc nous sommes précisément à un peu plus d'1 mois depuis le déclenchement de la guerre. Dès le jour du déclenchement de la guerre, n'est-ce pas, on a vu les pays occidentaux, n'est-ce pas, y aller avec des enflures langagières, des sanctions économiques contre les Russes, etc. On va faire en sorte qu'aucun pays ne puisse faire commerce avec les Russes. Savez-vous la vérité, les amis? Savez-vous la vérité? Depuis les 4 semaines du déclenchement de la guerre en Ukraine, il s'est vendu jusqu'à 3 fois plus de pétrole et de gaz russe en Europe que jamais. Est-ce que je peux vous reprendre cela? Les politiciens parlent de sanctions économiques contre les Russes. La vérité, c'est que depuis le déclenchement de cette guerre, voilà un peu plus de 4 semaines, il s'est vendu en Europe, en Europe occidentale, jusqu'à 3 fois plus de gaz et de pétrole russe qu'il ne s'est jamais vendu. Donc, l'idée de sanctions économiques que les politiciens, n'est-ce pas, proclament sur tous les toits, c'est tout simplement pour la consommation publique. La vérité, c'est que cette guerre-là permet à l'économie russe de brasser des affaires, et même mieux qu'elle n'embrassait avant le déclenchement des conflits. Donc, c'est de bonnes affaires pour les Russes et c'est de bonnes affaires aussi pour les compagnies européennes. Ah, parlons des compagnies européennes. Au fil des dernières années, la France et la Russie ont brassé d'énormes affaires. Vous savez qu'il y a des compagnies françaises qui, au cours de ces dernières années, ont investi plusieurs milliards pour construire des infrastructures en matière de gaz, en matière de pétrole. C'est des milliards que ces compagnies-là ont investis. Ce qui est intéressant, c'est que lors du déclenchement de la guerre, tandis que les pays occidentaux, n'est-ce pas, y allaient avec des sanctions économiques, les dirigeants de ces compagnies françaises qui ont investi des milliards, n'est-ce pas, au fil des dernières années, n'est-ce pas, en Russie, sont allés voir Emmanuel Macron pour leur dire, écoutez, vous nous demandez de fermer, McDonald's est en train de fermer, d'autres compagnies ferment, nous, ce qu'on fait. Vous savez ce qu'a dit Emmanuel Macron? Mais non, vous pouvez continuer pour l'instant à faire des affaires, n'est-ce pas, en Russie, car vos investissements ont été trop gros. Quand on investit des milliards de dollars en Russie, ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, parce qu'il y a un conflit en Ukraine, on va mettre, n'est-ce pas, la clé sur la porte. Et Poutine avait lancé cette menace. Si vous fermez vos industries chez nous, nous allons tout simplement les nationaliser. Alors, vous avez des investisseurs qui ont mis plusieurs milliards en Russie pour pouvoir, n'est-ce pas, faire du commerce dans le gaz, pour pouvoir faire du commerce dans le pétrole, et vous allez leur demander, parce que les dirigeants disent publiquement, nous allons imposer des sanctions économiques, n'est-ce pas, à la Russie, vous allez demander à ces investisseurs de fermer leur compagnie. Voyons donc. La guerre est toujours une occasion de brasser des affaires, tandis qu'on proclame des idéaux, tandis qu'on prononce, n'est-ce pas, de beaux discours. Dans la vraie vie, les affaires continuent de se brasser, les amis. C'est toujours ainsi. Chez nous, là, en Afrique, quand il y a des conflits pour le diamant, quand il y a des conflits pour le pétrole, quand il y a des conflits pour d'autres mines encore, vous pensez que c'est nous, pauvres Africains, n'est-ce pas, qui sommes en guerre? Vraiment? Vraiment. Au fait, il y a une expression, n'est-ce pas, en relations internationales qu'on appelle, n'est-ce pas, le diamant du sang.
Le diamant du sang, c'est une expression qui est née, n'est-ce pas, dans le contexte de Sierra Leone. Lorsqu'il y a eu guerre, les gens se battaient entre eux pour le diamant. Et qu'est-ce qu'on découvre, n'est-ce pas? Tandis que les Africains se battaient entre eux, mais ils se battaient pour des compagnies étrangères qui voulaient leur diamant. C'est toujours comme ça. Nos pays africains ne fabriquent pas d'armes. Nos pays africains, n'est-ce pas, importent des armes. Et mais d'où vient que lors de ces guerres civiles, des enfants soient terriblement armés? Mais les armes viennent d'ailleurs. Pourquoi permettons la circulation des armes sur nos territoires? Pourquoi permettons, n'est-ce pas, l'importation des armes sur nos territoires? 9 fois sur 10, nos gouvernements n'y peuvent rien. C'est parce que les guerres servent à enrichir d'autres personnes. Vous savez, malgré ses défauts, il y a un président français qui était reconnu pour sa candeur vis-à-vis de l'Afrique. Il y a un président français qui était reconnu, si vous voulez, pour sa sensibilité aux causes africaines. C'est le président Jacques Chirac. Une fois, vous savez, il y a eu un sommet en Afrique et puis à ce sommet, ont participé des dirigeants occidentaux, etc. Et le président Jacques Chirac était se tenait à côté du président américain et qui, dans un langage méprisant pour les Américains, disait, vous savez, ces Africains-là sont tellement corrompus. On peut les acheter, n'est-ce pas, pour n'importe quelle petite somme d'argent. On peut littéralement acheter les ressources de leur pays pour des peanuts, ce qui est vrai, malheureusement. Et Jacques Chirac, après avoir entendu, n'est-ce pas, le président américain tenir ce langage méprisant sur les politiciens africains, Jacques Chirac leur a dit cette phrase lapidaire, cette phrase mémorable. Si les corrompus sont chez eux, monsieur le président, les corrupteurs sont chez nous. Vous entendez ça? Si les corrompus sont chez eux, c'est-à-dire en Afrique, en Haïti ou dans d'autres pays, n'est-ce pas, d'afro-descendants, les corrupteurs sont chez nous. Et tout le monde sait que dans ce jeu macabre, dans cette transaction macabre entre corrupteurs et corrompus, c'est toujours le corrupteur qui emporte la part du lion. Quand le corrompu reçoit 1 million, le corrupteur, lui, il fait 1 milliard. Quand le corrupteur reçoit, n'est-ce pas, $1, c'est que le corrupteur, lui, il fait 1 million de dollars. Et donc, si vous condamnez les corrompus, vous ne pouvez pas fermer les yeux ou être complice des corrupteurs, puisque quand les corrompus sont chez nous, les corrupteurs sont ailleurs. Avez-vous suffisamment réfléchi sur les raisons pour lesquelles il y a des conflits au Soudan, des raisons pour lesquelles il y a des conflits, n'est-ce pas, en Éthiopie, pourquoi on est allé jusqu'à scinder, couper en deux, n'est-ce pas, le Soudan, Soudan du Nord, Soudan du Sud? Mais c'est pour des questions de richesse. Quand dans un pays il n'y a pas de pétrole, tout le monde s'en fout. Vous vous souvenez, lors de ce fameux génocide, n'est-ce pas, au Rwanda, lorsque le général Roméo Dallaire, qui a écrit un excellent livre, n'est-ce pas, « J'ai serré la main du diable », essayait d'alerter le monde sur ce génocide, n'est-ce pas, au Rwanda. Vous savez ce qu'on lui a répondu? Mais il n'y a pas de pétrole là au Rwanda. Pourquoi on enverrait nos soldats mourir au Rwanda quand il n'y a pas de pétrole là? Et on aura découvert, et les services, n'est-ce pas, secrets français ont fini par dire, n'est-ce pas, la chose au grand public. On a découvert que c'est la France qui, par l'entremise de ses services secrets, alimentait ce génocide. Mais qui est jugé pour ce génocide? Des Noirs. Est-ce que vous connaissez un seul dirigeant français? Est-ce que vous connaissez un seul officier, n'est-ce pas, des services secrets français qui ont fait la prison pour ce génocide au Rwanda? Jamais. Donc quand il y a guerre, quand il y a conflit, les amis, il y a le dire et le faire. Les gens sont là pour brasser des affaires. C'est ce qu'on appelle justement le capitalisme du désastre. On va provoquer le désastre de la guerre, on va provoquer le désastre, n'est-ce pas, de la destruction parce qu'il y a de l'argent à faire. Ils disent, ah oui, mais vous savez, les Russes sont en train de s'enliser là.
Voilà, mais les Russes sont déçus, ils avaient pensé que cette guerre ne durerait que quelques jours tout au plus. Voilà 1 mois que ça dure, vraiment, vraiment. Avez-vous entendu parler de la stratégie de l'anaconda? Vous savez, l'anaconda, c'est ce serpent géant. Quand ce serpent-là, n'est-ce pas, attaque une proie, ce qu'il fait, il s'enroule autour de sa proie, il l'étouffe, il l'asphyxie jusqu'à ce que la proie meure. Et j'ai l'impression que c'est à cela qu'on assiste, n'est-ce pas, en Ukraine aujourd'hui, n'est-ce pas? La Russie ne veut pas en finir avec cette guerre le plus rapidement parce que si cette guerre prend fin aujourd'hui, on va se poser la question, what's next? Qu'est-ce qui va se faire après? Et vous notez déjà que ce que le président Zelensky ne voulait pas donner, mais il le donne maintenant. Il dit qu'il est prêt à négocier avec Vladimir Poutine. Il est prêt, n'est-ce pas, à reconnaître la partition ou l'indépendance de ces 2 territoires dont j'ai parlé au début de l'émission, où se trouvent, n'est-ce pas, des gisements miniers importants pour l'économie russe. Il est prêt à les donner moyennant référendum et il est sûr que le référendum passerait. Et il est prêt à, si vous voulez, observer un statut de neutralité, c'est-à-dire qu'il ne chercherait pas, lui, en tant que président, à faire entrer l'Ukraine au sein de l'OTAN, ni au sein de l'Union européenne. Sauf que là, il est trop tard. Il est trop tard parce que vous connaissez le mécanisme de la négociation. C'est toujours le plus faible qui, lorsqu'il réalise sa faiblesse, réclame des négociations. Le plus fort, lui, il impose des conditions. Il y a une différence dans le vocabulaire. Quand on est le plus fort, on dit « voici mes conditions ». Quand on est le plus faible, on dit « on va négocier ». Vous notez qu'au début de la guerre, il n'était pas question pour Zelensky de négocier parce que l'Occident lui avait promis monts et merveilles. L'Occident lui avait promis des troupes. Jamais un soldat occidental n'accepterait de mourir, n'est-ce pas, sur le terrain de la guerre en Ukraine. L'Occident lui avait promis des armes létales et on découvre que parmi les armes, écoutez bien, vous allez le rire, parmi les armes que l'Allemagne a fourni à l'Ukraine au début de la guerre, c'était des masques. Vous entendez ça? Donc, Zelensky s'attendait à ce que, n'est-ce pas, l'Occident lui fournisse des avions de guerre. Les États-Unis disent non, nous n'allons pas fournir des avions de guerre à l'Ukraine, car si nous fournissons des avions de guerre à l'Ukraine, eh bien, nous risquons d'être considérés comme un belligérant ou un co-belligérant par les Russes, n'est-ce pas, ce qui sera en soi un casus belli, une cause de guerre contre nous. Et lorsque Zelensky fait le bilan, bien sûr, que les pays occidentaux lui permettent de tenir de beaux discours devant, n'est-ce pas, leur parlement, mais sur le terrain, il n'y a pas un seul pays occidental qui envoie ses soldats, n'est-ce pas, en Ukraine. Il n'y a pas un seul pays occidental qui, au cours des dernières semaines, n'est-ce pas, a réussi à faire rentrer des armes, n'est-ce pas, importantes en Ukraine parce que les services secrets russes veillent au grain. Et en plus, les amis, depuis quelques jours, les Russes sont en train d'utiliser des missiles hypersoniques. Voilà un armement que seuls les Russes et les Chinois détiennent. Donc quand on nous parle, n'est-ce pas, des États-Unis qui sont la plus grande puissance militaire, je vous ai appris à relativiser tout cela. Poutine ne veut pas tout détruire, n'est-ce pas, en Ukraine, car après avoir tout détruit, il faudra reconstruire. Et lorsqu'on va parler de reconstruction, les Chinois, eux, se positionnent pour reconstruire rapidement, car ils en ont l'expertise. Donc, les Russes y vont selon la stratégie de l'anaconda. On y va doucement, on frappe des cibles, n'est-ce pas, scrupuleusement choisies, de manière à effrayer la population. Et déjà, c'est plus de 3 millions d'Ukrainiens qui ont laissé le pays, mais c'est un quart d'Ukrainiens, près de 10 millions d'Ukrainiens qui ont laissé leur maison pour aller ailleurs à un moment donné. À un moment donné, eh bien, Zelensky va éprouver une pression interne pour laisser le pouvoir
et permettre aux Russes d'installer un gouvernement pro-russe qui va leur permettre aux Russes de brasser des affaires en leur faveur, car il s'agit d'affaires. Il n'est pas un seul pays, les amis, qui soit l'objet de conflits sans qu'il n'y ait de l'argent à faire. Et là, ça me permet de vous parler d'Haïti. Vous savez, les Américains sont entrés en Haïti en 1915 sous le prétexte qu'Haïti était devenu une nuisance publique. Mais la raison véritable, c'est que les Américains ont toujours vu d'un mauvais œil le fait par la haute finance haïtienne d'être contrôlée par les Allemands. En effet, n'est-ce pas, dans les années 1900, la haute finance, le haut commerce haïtien était contrôlé par les Allemands. Lors de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, l'Occident est en guerre contre les Allemands. Et là, les États-Unis vont obliger l'État haïtien à déclarer la guerre contre les Allemands, ce que l'État haïtien, dans un premier temps, lors de la Seconde Guerre mondiale, a hésité à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé précisément après qu'Haïti, sous l'ordre des États-Unis, n'est-ce pas, a déclaré la guerre aux Allemands? À la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a fait? On a confisqué tous les biens des Allemands. Et depuis ce temps, les amis, la haute finance, le haut commerce qui était sous le contrôle des Allemands, cette haute finance-là, le haut commerce vont passer à d'autres mains, dans un premier temps aux mains des Américains eux-mêmes, et par la suite, dans une entente avec les Syro-Libanais, la haute finance, le haut commerce, se trouve aujourd'hui entre les mains des Syro-Libanais. Seconde Guerre mondiale. Lescaut, le président Lescaut en Haïti, déclare la guerre aux puissances de l'Axe, c'est-à-dire en gros à l'Allemagne, n'est-ce pas, au Japon, à l'Italie. Dès que Lescaut déclare la guerre, n'est-ce pas, à l'Allemagne, que fait l'État haïtien? Eh bien, il va saisir les biens de tous les Allemands. On va les interner, on va les jeter en prison et on va vendre, n'est-ce pas, aux enchères, on va vendre à l'encan les biens qui appartenaient, n'est-ce pas, aux Allemands. Mais ce qu'on découvre, c'est que ce soit lors de la Première Guerre mondiale ou lors de la Seconde Guerre mondiale, même en Haïti, quand on proclame la guerre, n'est-ce pas, mais c'est des affaires. Eh bien, à la Seconde Guerre mondiale, que s'est-il passé? On va vendre à l'encan, on va vendre aux enchères tous les biens, n'est-ce pas, des Allemands. En ce moment-là, l'industriel le plus riche d'Haïti est un Allemand qui fait des affaires dans à peu près tout en Haïti. C'est la maison Rimbaud. Les Rimbaud qui brassent des affaires dans tous les secteurs, en sorte que c'était l'homme le plus riche en ce temps-là. On va vendre donc ces entreprises. Et qui va acheter, chers amis, qui va acheter tous les biens, n'est-ce pas, des Rimbaud? Eh bien, c'est un Britannique établi en Haïti depuis les années, n'est-ce pas, 1920. Eh bien, un Britannique qu'on appelle Brandt Family, qui existe aujourd'hui encore. Et rapidement, parce que lui récupère, grâce à la Seconde Guerre mondiale, des biens qui appartenaient aux Allemands, écoutez bien, Brandt va devenir non seulement l'homme le plus riche d'Haïti, mais Brandt va être plus riche que l'État haïtien. Vous imaginez un étranger, Brandt, c'est un homme qui est né, n'est-ce pas, à la Jamaïque, n'est-ce pas, Jamaïque qui fut alors, n'est-ce pas, colonie, n'est-ce pas, britannique, il n'a jamais été naturalisé haïtien. Il a gardé sa citoyenneté britannique car il a compris que quand on est étranger en Haïti et qu'on fait des affaires, de même, quand on fait des affaires en tant qu'étranger dans un pays africain, on est mieux protégé par l'État que si on était un national. Donc, lui, il garde sa citoyenneté, n'est-ce pas, britannique. Et je vous ai dit que Brandt était non seulement devenu l'homme le plus riche d'Haïti, mais il était même plus riche que l'État haïtien. En sorte que,
Pendant près de 50 ans, soit de 1920 à 1970, on ne pouvait pas faire de la politique, que ce soit comme sénateur, que ce soit comme député, que ce soit comme président. On ne pouvait tout simplement pas faire des affaires en Haïti si on n'a pas la bénédiction de Brandt. Et aujourd'hui, l'histoire va retenir, n'est-ce pas, de François Duvalier, que c'est l'homme qui a, n'est-ce pas, bétonné le boulevard Jean-Jacques Dessalines, ce qu'on appelle la Grande Rue. Il a fait ça, je pense, n'est-ce pas, en 1960 pour célébrer le 3e anniversaire de son accession au pouvoir. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pour pouvoir bétonner environ 3 kilomètres de route, n'est-ce pas, en Haïti, puisque Duvalier ne recevait quasiment pas de prêt international, eh bien, c'est Brandt qui a financé ce projet national de Duvalier. Et comment l'État haïtien va-t-il rembourser Brandt? Tenez-vous bien, François Duvalier va augmenter les taxes sur le gaz, sur le pétrole à la pompe, et Brandt va récupérer son argent. Donc quand je vous dis que derrière les conflits, il y a toujours de la richesse, c'est parce qu'il y a richesse qu'il y a conflit. Permettez, encore une fois, que je reste en Haïti, mais que je vous ramène autour des années 1915. Je viens de vous dire que les États-Unis sont entrés en Haïti et l'ont occupé pendant 19 ans pour des raisons financières, pour des raisons économiques, pour éradiquer, pour supprimer l'influence des Allemands sur la haute finance et sur le haut commerce haïtien. C'est nous qui devons contrôler, n'est-ce pas, la finance et le commerce haïtien. De toute manière, nous sommes chez nous. Pour les Américains, Haïti, c'est leur cour arrière. Nous sommes chez nous. Pas question de permettre à un pays de l'Europe de venir contrôler la haute finance et le commerce dans un pays qui est dans notre arrière-cour. Et donc, les Américains vont choisir de faire passer, n'est-ce pas, la haute finance haïtienne de l'influence de Deutschmark, n'est-ce pas, de la devise, n'est-ce pas, allemande, au dollar. Et là, les Américains, lorsqu'ils sont entrés, les amis, vont faire face à une opposition menée, enfin armée, menée par nul autre que Charlemagne Péralte. Mais ce qu'on ne sait pas, je vous le donne en mille, qui finançait les troupes de Charlemagne Péralte, les amis? Les Allemands. C'est vrai que les troupes de Charlemagne Péralte se battaient avec des fusils, n'est-ce pas, un peu démodés. C'est vrai qu'ils se battaient avec des piquets, qu'ils se battaient avec des armes artisanales. Mais qui finançait les troupes de Charlemagne Péralte? Les Allemands. Parce que les Américains voulaient réduire l'influence des Allemands sur la haute finance et sur, n'est-ce pas, le commerce, mais les Allemands ne se sont pas laissés faire et disent, écoutez, nous n'allons pas nous battre directement contre les Américains, mais il y a là un nationaliste, un patriote, un homme, n'est-ce pas, un professionnel des armes qui est prêt à soulever les paysans contre les Américains. Nous allons financer, n'est-ce pas, les cacos, nous les Allemands, contre les Américains. Quand il y a conflit, il y a toujours richesse. Les amis, depuis un certain temps, la vie dans la capitale haïtienne est impossible. On est kidnappé tous les jours. Et quand on est kidnappé, n'est-ce pas, c'est des rançons de 700 000, 800 000, parfois plusieurs millions qu'il faut payer pour être libéré. Et parfois, notre famille paye cette rançon et on nous garde encore. En sorte que les kidnappeurs sont en train de changer une expression typique haïtienne. Quand je vous dis, mais est-ce qu'on se voit demain? Vous dites, oui, on se verra demain grâce à Dieu. Peut-être qu'il faut changer cette formule en grâce à Dieu pour si les kidnappeurs le veulent, car je viendrai te voir si les kidnappeurs le veulent, à condition que je ne sois pas kidnappé. Jusque-là, on disait, je viendrai te voir grâce à Dieu, on se verra la semaine prochaine, n'est-ce pas, si Dieu le veut, on se verra demain si Dieu le veut, on se verra cet après-midi si Dieu le veut, mais hélas, n'est-ce pas, mon rire ici n'est pas un rire de joie, c'est un rire de révolte. Eh bien, la situation à Port-au-Prince est telle qu'il faut le dire, on se verra cet après-midi si les kidnappeurs le veulent bien. Les kidnappeurs sont lourdement armés.
Et il contrôle, n'est-ce pas, des zones précises à Port-au-Prince. Ce qu'on découvre, c'est que les zones en particulier qui sont contrôlées par les 400 marosos sont précisément la zone qui est systématiquement fouillée par cette compagnie minière qui appartient au beau-frère d'Hillary Clinton, encore lui, et dont je vous ai parlé il y a quelques émissions, VCS Mining. Donc, vous voyez ces kidnappings, vous voyez ces cas de violence, vous voyez, n'est-ce pas, ces cas conflictuels, mais tous ces cas-là, n'est-ce pas, sont au fait l'écran de fumée pour nous empêcher de voir la réalité. Quelle est la réalité? C'est que tandis que monsieur et madame tout le monde se font kidnapper, les Américains, des compagnies canadiennes aussi, car il ne faut pas les oublier, continuent de fouiller, n'est-ce pas, nos sous-sols en quête d'or, en quête d'autres ressources encore. Et malheureusement, nous, les citoyens haïtiens, on ne peut pas accéder à ces zones-là. Pour quelle raison? Parce que les kidnappeurs les contrôlent. Les kidnappeurs contrôlent ces zones-là et kidnappent des nationaux haïtiens, des Noirs. Entre-temps, il y a des compagnies étrangères tenues par des Blancs qui fouillent nos sous-sols et qui fouillent nos sous-sols précisément dans ces zones où se trouvent des kidnappeurs. Jamais des étrangers ne se font kidnapper par ces gens-là. Alors, trouvez l'erreur, c'est que les kidnappeurs travaillent pour les gens qui font des affaires chez nous. Quand il y a conflit, les amis, il y a toujours de la richesse en jeu. Quand il y a conflit, c'est jamais les gens que vous voyez sur le théâtre du conflit, n'est-ce pas, qui font véritablement de l'argent. N'oublions pas l'expression, le diamant du sang. Les véritables diamantaires, on ne les voit pas. Les corrupteurs, on ne les voit pas. On ne voit que les corrompus. Et notre analyse n'aurait pas été complète si on s'en prend seulement aux corrompus qui sont chez nous, en oubliant les corrupteurs qui sont ailleurs. Débarrassons-nous de notre naïveté. Quand il y a guerre, ce ne sont pas les idéaux, n'est-ce pas, qui motivent les guerres. Ce ne sont pas des principes qui motivent les guerres, c'est la quête de richesse qui motive les guerres. Et ceux qui veulent brasser des affaires vont continuer à brasser des affaires parce que justement il y a conflit. Ne vous ai-je pas démontré que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il s'en vend jusqu'à 3 fois plus de pétrole, jusqu'à 3 fois plus de gaz russe en Europe. Depuis que, n'est-ce pas, cette guerre, n'est-ce pas, a été déclenchée, les affaires continuent bel et bien, malgré ce que disent nos dirigeants. Et il faut que je termine par cette blague. Vous avez entendu parler de cette rencontre entre le président américain et le président chinois. Et lors de cette rencontre, n'est-ce pas, bilatérale via Zoom, eh bien, la Maison-Blanche s'est empressée de nous dire que Biden a menacé les Chinois, n'est-ce pas, de représailles économiques si les Chinois prennent position pour les Russes. Mais c'est une véritable blague ou quoi? C'est une véritable blague ou quoi? Regardons la réalité. La dette extérieure des États-Unis est détenue par les Japonais et par les Chinois. Donc la dette extérieure des États-Unis est détenue par les Chinois après les Japonais. Donc qui peut influencer qui? Qui peut faire pression sur qui? Et quand on regarde les chiffres, les amis, je n'ai pas le temps de vous les présenter, tout ce n'est pas ce matin, les Chinois sont partout dans l'économie américaine. Ils investissent dans les banques, les intérêts bancaires sont en grande partie aux mains des Chinois, ils investissent dans l'industrie du sport. Savez-vous, le plus grand marché pour la NBA, c'est la Chine, c'est l'Asie. Et la NBA, n'est-ce pas, appartient aussi à des intérêts chinois. Si bien qu'il est impossible à un Américain d'entrer dans quelque commerce que ce soit, sans qu'il ne consomme directement ou indirectement quelque chose qui vient de la Chine. Au fait, le plus grand fournisseur, je vous le dis, le plus grand fournisseur des États-Unis, c'est la Chine. Il vous est impossible, quand vous êtes aux États-Unis, d'entrer dans un secteur quelconque
et de consommer soit un service ou un produit qui ne viennent directement ou indirectement de la Chine. Alors quand Biden dit qu'il menace de sanctions économiques les Chinois, mais il le dit soit parce qu'il est sénile ou bien il le dit pour la consommation publique. Qui va croire à cela? En réalité, beaucoup d'économistes disent que les États-Unis appartiennent au fait aux Chinois. Les intérêts économiques de la Chine sont tels, n'est-ce pas, dans l'économie américaine. D'abord, ils ont une très grande réserve, une réserve colossale de dollars américains. Ils détiennent, comme je viens de vous le dire à l'instant, n'est-ce pas, en deuxième position, la dette extérieure, n'est-ce pas, des États-Unis. Et alors là, Biden dit qu'il va sanctionner les Chinois. Vraiment. La vérité, c'est que cette guerre-là favorise la business. Les bâtiments qu'on est en train de détruire là, il faudra les reconstruire et vous allez voir, les Chinois vont se positionner en priorité, eux qui ont l'expertise pour les reconstruire. Cette guerre qui se mène, n'est-ce pas, en Ukraine, c'est pour le contrôle des ressources, on l'a vu, n'est-ce pas, c'est pour le fer, c'est pour la houille, c'est pour les gaz naturels dont, n'est-ce pas, l'Ukraine détient d'énormes réserves. Les Européens s'intéressent aux réserves, n'est-ce pas, de gaz naturel de l'Ukraine pour pouvoir s'approvisionner. Et vous notez, entre-temps, les membres de l'Union européenne ont dit « nous ne pourrons jamais accueillir, n'est-ce pas, l'Ukraine dans nos rangs parce que l'Ukraine est un pays trop corrompu. » Les compagnies qui exploitent le gaz ou les gaz naturels, les compagnies qui exploitent, n'est-ce pas, les ressources dont je vous ai parlé au début de l'émission, sont gérées par des secteurs privés qui sont effectivement corrompus, mais corrompus par qui? Je vous le donne en mille, par des corrupteurs qui se trouvent en Europe, qui se trouvent aux États-Unis. On a vu, n'est-ce pas, l'implication de Joe Biden dans cette affaire de garantie de près de 1 milliard de dollars. Au terme de cette guerre, je vous l'ai dit, qui va perdre, les amis? L'Ukraine. L'Ukraine va perdre militairement, elle perd déjà militairement. Mais l'Ukraine va perdre aussi démographiquement. Quand vous avez déjà 3 millions de personnes qui quittent, en général, qui quitte les premiers? Les professionnels. Ah oui, c'est toujours comme ça. En général, qui quitte les premiers? Les gens qui ont une famille. En général, qui quitte les premiers? Les gens qui ont un statut parce que, regardez, ils sont des professionnels, ils doivent nourrir, n'est-ce pas, leur famille et ils savent qu'avec le type de formation qu'ils détiennent, avec le type de diplôme qu'ils détiennent, eh bien, lorsqu'ils vont se rendre en Europe, ils vont rapidement retrouver du travail. Et donc, la classe moyenne ukrainienne va se retrouver en France. La classe moyenne en France, parce que c'est important. La femme de Zelensky, vous savez où est-ce qu'elle se trouve maintenant? En France. Madame est allée accoucher en France et le président Emmanuel Macron a tenu personnellement à l'accueillir, cette femme. Qu'est-ce que ça fait, ça? Un clin d'œil de l'hospitalité française vis-à-vis des Ukrainiens blancs. La France n'est peut-être pas hospitalière pour les Sénégalais, elle n'est pas hospitalière, n'est-ce pas, pour les Ivoiriens, elle n'est pas hospitalière pour les Français, mais les Ukrainiens ont les yeux bleus. Et Macron a fait venir la femme de Zelensky pour donner naissance à son enfant en France, hein, n'est-ce pas? Donc l'enfant est français. Et là, lorsque les Ukrainiens entendent parler de la France qui accueille, n'est-ce pas, la femme de leur président, où est-ce qu'ils vont venir? Et là, les pays européens vont bénéficier du capital humain ukrainien, c'est-à-dire la classe moyenne, des ingénieurs, des professionnels, les cerveaux avec lesquels on va faire, n'est-ce pas, du développement. L'Ukraine perd la guerre. Et cette guerre a eu lieu parce que les Occidentaux et les Russes ont toujours considéré, n'est-ce pas, l'Ukraine comme un terrain de jeu, et cela depuis la Première Grande Guerre, en particulier lors de la Deuxième Grande Guerre, où Allemands et Russes se battaient pour mettre la main sur les ressources ukrainiennes. Quand il y a guerre, les amis, c'est toujours des ressources qui sont en jeu. Et je voudrais terminer l'émission d'aujourd'hui en lançant un cri de SOS comme haïtien. J'ai entendu, et bon Dieu, ça m'a saigné le cœur, les cris d'une femme dont le mari est médecin et qui a été kidnappée dans son cabinet de pratique ces derniers jours. La famille a payé la rançon, mais les ravisseurs gardent encore, n'est-ce pas, le médecin.
Vous savez, je comprends ce cri de cœur. Mais malheureusement, par un effet pervers, à chaque fois qu'une famille paye la rançon à des ravisseurs, la famille vient d'encourager l'industrie du kidnapping. Les kidnappeurs, ce sont des criminels qui se prennent pour des gens d'affaires. Vous vous souvenez quand cette affaire de kidnapping a commencé, eh bien on réclamait 5 000 $, on réclamait 10 000 $, on réclamait 50 000 $. Sauf qu'à chaque fois qu'une famille accepte de payer 5 10 000 $, on vient de faire monter les enchères. Tel kidnappeur va dire, mais tiens, j'ai réclamé 200 000, ça a marché, maintenant je vais réclamer 500 000. J'ai réclamé 500 000, ça a marché, tel autre groupe va réclamer 1 million de $. Dans les prochains jours, les amis, les politiciens haïtiens vont lancer une marche contre le kidnapping. Ce n'est pas une marche qu'il faut faire contre le kidnapping. Vous avez un chef de la police qui ne fournit pas la sécurité. Vous avez un premier ministre qui est placé là par les États-Unis qui ne fout rien. Vous avez un ministre de la Défense et de la Justice, n'est-ce pas, qui ne fout rien. Ce n'est pas une marche que vous faites. Organisez une milice civile. Armez-vous. Vous êtes dans une situation de tyrannie. Si vous n'utilisez pas des armes pour combattre, n'est-ce pas, les tyrans, le kidnapping va rester. Car lorsqu'on kidnappe votre cousin et que, hélas, vous donniez, n'est-ce pas, 10 000 $, vous encouragez le prochain ravisseur à réclamer 50 000. Lorsque vous payez les 50 000, l'autre ravisseur va réclamer 500 000. Lorsque vous payez 500 000, l'autre ravisseur va réclamer 1 million. Donc, par un effet pervers, les familles encouragent malheureusement les ravisseurs. Vous n'organisez pas une marche. Où sont les anciens militaires, les colonels, les capitaines? Où sont les bons policiers à la retraite? Où sont les hommes, les pères de famille? Armez-vous, merde! Et attaquez ceux qui vous ravissent, n'est-ce pas, les membres de votre famille. Vous les connaissez? Maintenant, aujourd'hui, on kidnappe à visière levée. On n'organise pas une marche pour combattre le kidnapping. Le marche va viser qui? Le kidnappeur, mais il va vous rire en pleine face. Lui, il fait de l'argent. Ceux qui arment les kidnappeurs vont vous rire en pleine face parce que eux aussi, ils font de l'argent. Parce que les kidnappeurs, désormais, payent et rapportent gros. Le gouvernement, il s'en fout parce qu'il appelle ça, le gouvernement, un traitement de choc pour effrayer les véritables opposants et que lors des élections, ils puissent se perpétuer au pouvoir. Pour combattre le kidnapping, il faut se constituer en une milice civile. Dans une situation normale, c'est les criminels qui doivent avoir peur. C'est le kidnappeur qui doit avoir peur. Ce sont les ravisseurs qui doivent avoir peur. Or, nous sommes rendus à un point où c'est nous, les gens de bien, qui avons peur. Ce n'est pas une marche qu'il faut faire pour combattre le kidnapping. Il faut se constituer en milice civile. La semaine prochaine, lors de mon émission de mercredi sur YouTube, je vous dirai comment ça va se faire. Je vous dis ça pour l'instant. On ne fait pas une marche contre le kidnapping. On se constitue en milice civile contre les kidnappeurs. On s'arrête ici. J'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. À la semaine prochaine. Au revoir.